Notre histoire commence avec une faible flamme bleue qui se rétrécit lentement avant de disparaître complètement. Lorsqu'elle s'est éteinte, un homme obèse allongé sur sa tombe a ouvert les yeux, provoquant la fuite d'une personne effrayée tandis qu'une autre commença à pleurer de joie, affirmant que le jeune maître était revenu à la vie. Cet homme, c'est Chin, notre protagoniste. En un éclair, ses souvenirs lui reviennent, il se rappelle sa vie sur Terre. Là où il était le chasseur le plus puissant, devenu l'un des 5 chasseurs de rang triple S, grâce à ses puissantes capacités de nécromancien. Cependant, il fut trahi et assassiné par ses propres amis et ex-membres de guilde. À son réveil, il se rend compte qu'il est maintenant piégé dans le corps d'un gros porc. En regardant son reflet dans le miroir, en étirant ses joues, il se demande si le propriétaire précédent de ce corps n'a passé sa vie qu'à manger et dormir, et comment il est passé d'un homme beau à cet aspect porcin en surpoids. Allongé sur son lit, il se questionne sur le fait que le propriétaire original de ce corps n'était autre que le premier jeune maître, le célèbre imbécile du clan Baekun, un individu moralement corrompu connu pour son obsession pour la nourriture, les femmes, l'alcool, et qui est mort comme un imbécile. Maintenant, il se retrouve réincarné en un imbécile cochon dans la Chine ancienne. Il ne sait pas comment cela s'est produit. Le seul indice qu'il a est une pierre étrange qu'il a avalée avant sa mort, qu'il avait volée au chef de la guilde avant sa disparition, et la réaction du chef après l'incident semble maintenant être un indicateur révélateur, peut-être que cette pierre mystérieuse était la clé de sa résurrection inattendue. Il était tellement gros qu'il ne pouvait même pas s'asseoir par lui-même. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu se produisit. Des notifications envahissent sa vision, indiquant qu'une erreur inattendue s'était produite et que son niveau allait être réinitialisé à un simple niveau 1. Pour ajouter à sa frustration, toutes ses capacités sont maintenant bloquées. En entendant cela, il ne peut s'empêcher de se sentir immensément frustré. Puis soudain, il commença à sourire après avoir réalisé que dans ce monde, il n'y avait ni monstre ni portail. De plus, il était le premier prince de ce clan, donc il pouvait vivre sa vie paisiblement sans rien faire d'autre que manger, dormir et profiter de la vie confortable qui l'attendait. Enfin il pourra mourir de vieillesse, libre des effusions de sang et des batailles de sa vie précédente. Cependant, son moment de rêverie est brusquement interrompu lorsque la porte de sa chambre est violemment ouverte. Un homme entre en trombe en criant son nom, tandis que le serviteur du protagoniste tente en vain de l'arrêter. L'intrus n'est autre que Eugene, son frère cadet. Ignorant les supplications du serviteur de ne pas déranger le protagoniste, Eugene assène un puissant coup de poing au visage du serviteur, le mettant à genoux. Il hurle « Comment un simple serviteur ose-t-il me toucher ?» Voyant cela, le protagoniste passe devant Eugene et s'agenouille pour vérifier l'état de son serviteur. Eugene tente de dire quelque chose, mais le protagoniste l'ignore, chuchotant à son serviteur « Qui est cet homme ?» Son serviteur répond faiblement qu'il est Eugene, son demi-frère. Ensuite, un vieil homme entra dans la chambre, demandant au protagoniste s'il avait perdu la mémoire après être revenu à la vie, et demanda à Eugene de pardonner l'impolitesse du protagoniste, car il semble avoir perdu la mémoire. Cet homme est Wun-san, un ancien du clan et l'oncle de Eugene. Le serviteur de Chin le mit en garde de respecter le jeune maître, en l'appelant par son titre de « Seigneur ». Il semblait que le titre de Seigneur était vacant, donc ce type le snobait volontairement. Ayant entendu cette critique du serviteur, il fit semblant de s'excuser sous le regard moqueur de son neveu. Puis ils commencent tous deux à se moquer de Chin en disant qu'il était un gros porc et stupide, et maintenant, il était enfin devenu un gros imbécile. Il commence alors à quitter la pièce. En entendant cela, Chin se met en colère, pensant que même après avoir transmigré, il ne pouvait pas se débarrasser de ce genre de personne. Soudain, il saute en l'air avec son corps gras et en levant son bras, son serviteur observait cela sous le choc, tandis que Chin assène une gifle dévastatrice sur la tête de Eugene, le faisant cracher son âme. Eugene furieux et le visage rouge, hurle à Chin en demandant ce que cela signifiait. Chin répond calmement que c'était une gifle et se demande si Eugene était stupide au point de ne pas comprendre quelque chose d'aussi simple. En colère, Eugene saisit son épée, mais ses mains commencent à trembler alors qu'il ressent l'aura écrasante du protagoniste. Alors que la peur s'installait, Eugene resta figé, trempé de sueur. L'aîné lui dit par télépathie de ne pas faire de scandale car ils avaient une affaire importante à régler. Ils quittèrent la chambre de Chin en disant que Chin avait définitivement perdu la tête. C'est alors que Chin ressentit soudainement une vive douleur à la tête et qu'un flot de souvenirs l'envahit. Dans ses souvenirs, il vit que c'était Eugene qui l'avait empoisonné pendant son sommeil. Eugene l'avait autrefois terriblement malmené, mais le pire, c'est qu'il avait découvert que Eugene couchait avec sa propre fiancée et fut témoin de toutes les autres souffrances qu'il avait endurées. Revenant à ses esprits, son serviteur le regarda avec inquiétude en lui demandant s'il allait bien. Puis, dans un éclair de réalisation, Chin comprit qu'il avait fait quelque chose de terriblement mauvais. Il s'assit dans un coin de la chambre, en se tenant les genoux et en pleurant, réalisant que Eugene avait tué le propriétaire précédent de ce corps, et qu'il venait de le gifler, s'assurant ainsi que Eugene reviendrait pour le tuer encore une fois. Il avait voulu vivre une vie paisible dans ce monde, mais si les choses continuaient ainsi, il devrait de nouveau se salir les mains avec du sang.
Lorsque son serviteur lui demanda une nouvelle fois s'il allait bien, Chin, toujours en pleurs, répondit que ce n'était rien et demanda s'il y avait un endroit proche où beaucoup de gens étaient morts. Eugene, de retour dans ses appartements, était dans un accès de colère et brise un vase tout en maudissant Chin pour avoir osé l'insulter. Il voulait maintenant tuer Chin, mais l'aîné le calma en lui assurant qu'il n'avait pas à s'en faire, car il avait déjà pris des dispositions pour cela. À cette annonce, Eugene se mit à rire de manière sinistre. Ce bâtard a eu de la chance la première fois, mais cette fois ce sera un gros cadavre. Plus tard dans la nuit, Chin expliquait que la destination où il se rend est un endroit interdit, un champ de bataille où une méga-guerre a eu lieu il y a des centaines d'années, et qui est parfait pour son entraînement de nécromancien. Dès que Chin atteignit le sommet de la montagne, haletant et s'agrippant à ses genoux tout en maudissant ce corps maudit qui ne pouvait même pas escalader une montagne, il laissa échapper un sourire joyeux, disant que cela valait la peine de souffrir car il pouvait sentir beaucoup de puissants morts-vivants. Il s'accroupit à côté des auras lumineuses émanant du sol, qui étaient de couleur rouge, bleue et blanche. Il expliqua qu'étant donné son niveau actuel, il ne pouvait extraire que l'esprit de couleur blanche, qui était le plus faible. Mettant sa main sur le sol, il activa sa compétence d'extraction des morts, une aura jaune commença à s'élever du sol et à entrer dans son corps. Au fur et à mesure que le processus continuait, il commença à ressentir une douleur intense. Il expliqua alors que dans le processus d'absorption de l'esprit mort-vivant, il devait endurer la douleur et l'agonie que la personne avait ressentie au moment de sa mort. Puis il sourit et dit que cette douleur pourrait l'affecter un nécromancien normal, mais que ce n'était rien pour lui. Après quelques longues heures, le processus était enfin terminé, le système l'informa qu'il avait réussi à extraire du mana des morts. En conséquence, il monta de niveau, atteignant le niveau 2. Il débloqua la compétence d'invocation de mort et vit que sa force, son agilité, sa vitalité et sa magie avaient augmenté de 2 points. Il s'assit ensuite sur le sol pour pouvoir tester l'amélioration de bienvenue qu'il a reçue du système, il se concentra sur la canalisation de son mana. Tandis qu'il le faisait, du sang commença à couler de sa bouche et il eut l'impression d'être piqué de l'intérieur 1 million de fois. On pouvait l'apercevoir le mana essayer d'entrer dans son cœur et après un intense effort, il y parvint. L'anneau de mana bleu se forma autour de son cœur et il débloqua les compétences de contrôle du mana et de cœur de mana. Avec un esprit fier, il expliqua que pour qu'un humain puisse contrôler le mana, il lui fallait un lieu de stockage où il pouvait conserver le mana pour une utilisation ultérieure. La plupart des mages stockent leur mana dans leur cerveau, mais pour les nécromanciens, cette approche est nocive car plus ils utilisent de magie, plus leur esprit se corrompt. C'est pourquoi Chin choisit son cœur comme lieu de stockage du mana. Puis, il se leva avec un sourire fier et tendit la main en murmurant d'une voix « Lève-toi ». Un cercle magique apparut et un squelette armé d'une épée en émergea. Le système l'informa qu'il avait invoqué un squelette de bas niveau. Chin observa son squelette nouvellement invoqué, pensant qu'il n'était pas idéal pour le combat en raison de son faible niveau actuel. Cependant, il pourrait être utile pour la reconnaissance. Il leva 2 doigts indiquant au squelette de lancer une attaque, le squelette commença à brandir son épée, démontrant ses mouvements d'art martial à une vitesse fulgurante. Mais d'après seulement 4 coups, le squelette s'effondra, cela laissa Chin perplexe. Il réalisa bientôt que son mana diminuait bien plus rapidement qu'il ne l'avait prévu. La quantité de mana dans ce monde n'était même pas un dixième de celle sur Terre. Il poussa un soupir, pensant que c'était inévitable, étant donné que ce monde manquait de monstres et de cristaux de mana. Sans plus tarder, il plaça sa main sur le sol en activant sa compétence d'extraction des morts, et continua à extraire du mana partout dans les environs. Quelques jours plus tard, on voit Chin essayer d'entrer dans sa chambre, qui est maintenant gardée. Frustré par la situation, il devine que c'est l'œuvre de Eugene, il pense que s'il possédait une compétence de furtivité, il aurait pu étrangler Eugene sans être remarqué. Chin contourne alors la maison discrètement et tente d'entrer dans sa chambre par la fenêtre, mais il se retrouve coincé à mi-chemin à cause de sa grande taille, maudissant une fois de plus ce corps encombrant. Après de nombreux efforts, il parvient finalement à se faufiler à l'intérieur. Une fois dans la chambre, il aperçoit une ombre dans l'obscurité. Instinctivement, il active un cercle de mana pour se protéger et se déplace instantanément derrière l'ombre, l'attrapant par la bouche. Il est sur le point de lui percer le cou lorsqu'il réalise que l'ombre n'est autre que son propre serviteur, Wang. Chin demanda alors d'un ton sévère ce que Wang faisait dans sa chambre sans son autorisation. Wang, encore essoufflé, s'excusa rapidement mais ne donna aucune explication. Chin commença à soupçonner que Eugene avait peut-être envoyé Wang pour l'espionner. Wang brisa alors le silence, lui demandant avec un visage triste s'il comptait sortir encore une fois. Cette question surprit Chin, qui répondit qu'il ne quittait jamais sa chambre. Cependant, Wang insista sur le fait qu'il avait vu Chin quitter la maison chaque nuit. Cette révélation étonna Chin, mais Wang le rassura en lui disant qu'il n'avait rien dit à personne. Un silence gênant s'installa dans la pièce. Chin réalisa que Wang ne semblait pas mentir. Puis sans prévenir, Wang dit à Chin de le suivre et commença à se déplacer, ce qui augmenta encore la confusion de Chin. Wang conduisit Chin à un vieux hangar délabré. En entrant, il rassura Chin en lui expliquant que ce hangar était rarement utilisé et que personne ne viendrait ici.
Qin était toujours perplexe alors que Wang commençait à déplacer une grande boîte. Une fois la boîte déplacée, un grand trou menant à l'extérieur de la maison fut révélé. Wang dit à Qin qu'il pouvait désormais sortir par ce trou sans que les gardes ne le remarquent. Il assura à Qin qu'il ne lui demanderait pas où il allait mais qu'il voulait simplement qu'il reste en sécurité. En entendant cela, Qin se trouva dans un état de doute et de confusion. Si Eugene et l'aîné découvraient qu'il l'avait aidé, Wang ne pourrait pas éviter un destin tragique. Néanmoins, Qin ne pouvait s'empêcher de se demander si c'était un piège tendu par Eugene. Avec une expression sévère, Qin demanda à Wang s'il comprenait la situation précaire dans laquelle il se trouvait. Il ne pouvait faire confiance à personne. Cependant, Qin décida de faire confiance à Wang pour l'instant et lui demanda s'il lui ferait confiance en retour. Le visage de Wang s'illumina d'une expression chaleureuse et joyeuse. Soudain, le visage de Qin prit une apparence inquiétante, ses yeux s'écarquillèrent et il saisit la tête de Wang. Wang était confus, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Qin utilisa son sort d'hypnose. Il commença alors à poser ses questions. D'abord, il interrogea Wang sur sa relation avec Eugene. Wang, toujours tremblant, répondit qu'il n'avait aucune relation réelle avec Eugene, sauf que chaque fois que Eugene le voyait, il le battait. Qin posa ensuite la deuxième question, pourquoi Wang le suivait et l'aidait. Wang expliqua que Qin était une personne innocente et gentille qu'il avait toujours bien traitée. Il dit qu'ils étaient comme des frères depuis leur plus jeune âge. Lorsque ses parents sont morts, sa belle-mère et Eugene, son demi-frère, ont commencé à le maltraiter. Frustré, Qin avait l'habitude de battre Wang, mais Wang trouvait cela réconfortant, pensant que tout irait bien un jour. Lorsque Qin est mort, le monde de Wang s'est effondré, mais maintenant que Qin était de nouveau en vie, Wang ne voulait pas le perdre une seconde fois. En entendant cela, Qin laissa échapper un sourire et claqua des doigts, annulant le sort. Alors que Wang se tenait la tête en raison de l'effet secondaire du sort. Qin fut submergé par l'émotion, il pensa à sa vie précédente où tout le monde le traitait comme un monstre, et il n'arrivait pas à croire qu'il avait quelqu'un qui lui faisait autant confiance dans cette nouvelle vie. Qin quitta alors la maison par le trou, assurant à Wang de ne pas s'inquiéter et le remerciant pour son aide. Après s'être entraîné toute la nuit, Qin atteignit enfin le niveau 10 et sa classe de nécromancie passa au rang D. Il débloqua de nouvelles compétences, armure d'os, entrave d'ombre et œil maléfique. Désormais, il pouvait invoquer 2 squelettes. Cependant, il fut déçu de constater que toutes ces compétences étaient des compétences de soutien. Il se demanda alors quand aura-t-il des compétences d'attaque. Maintenant au niveau 10, il pouvait extraire l'énergie bleue, mais en observant cette énergie, il remarqua quelque chose de différent. C'était un mélange de mana et d'une autre énergie mystérieuse, similaire à celle qu'il avait ressentie chez Eugene et l'aîné. Sa curiosité piquée au vif, Qin décida d'absorber cette énergie mystérieuse. Il étendit soigneusement sa main et commença à absorber l'énergie. Alors qu'elle pénétrait dans son corps, il commença à ressentir une chaleur intense. Cependant, son corps n'a pas rejeté cette énergie, et le processus se déroula sans encombre. Mais dès qu'il essaya de fusionner cette énergie avec le mana dans son cœur, il y eut un choc brutal, provoquant une douleur intense dans sa poitrine. Du sang commença à couler de sa bouche, et il avait l'impression que ses organes se détruisaient peu à peu, causant une souffrance inimaginable. Qin était maintenant certain qu'il allait mourir, il ne lui restait plus qu'une seule option risquée, mais il n'avait pas d'autre choix. Malgré la douleur immense, il sourit et commença à concentrer l'énergie mystérieuse autour de son estomac. Après des heures de douleur infernale, alors qu'il était sur le point de s'évanouir, il réussit enfin. Le système le notifia alors qu'il avait absorbé avec succès l'énergie mystérieuse, et un nouveau réservoir d'énergie s'était formé dans son estomac. Après avoir identifié l'énergie mystérieuse, le système l'informa qu'il s'agissait de Qi, et qu'il en avait absorbé l'équivalent de 30 jours. Une idée lui vint alors à l'esprit poussé par la curiosité. Tout d'abord, il invoqua un squelette en utilisant son mana habituel. Puis, il essaya d'invoquer un autre squelette avec l'énergie mystérieuse du Qi. Dès qu'il tenta cela, le Qi passa par son cœur, se mélangea avec le mana, et avec le commandement « Arise », il invoqua un squelette. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Un squelette terrifiant avait été invoqué. Les 2 invocations se tenaient face à face, avec Qin au milieu qui les observait. Il consulta les statistiques du premier squelette, qui étaient normales, mais lorsqu'il vérifia celles du squelette invoqué avec le Qi, il fut choqué. Les statistiques étaient incroyablement élevées, même supérieures à celles de Qin lui-même. De plus, ce squelette pouvait même utiliser des arts martiaux. Bien que le Qi soit consommé pour maintenir ce squelette, Qin décida de tester les capacités de sa nouvelle invocation. D'un geste de doigt, les 2 squelettes commencèrent à s'entraîner. Le premier squelette, armé d'une hache, chargea à pleine vitesse, sauta haut et s'apprêta à frapper le squelette samouraï. Cependant, le squelette samouraï esquiva l'attaque avec agilité, et le squelette à la hache lança une rafale d'attaques, mais aucune ne toucha le squelette samouraï, qui utilisa les arts martiaux pour les esquiver toutes. Soudain, les yeux du samouraï brillèrent et il s'élança à la vitesse de la lumière, désarmant le squelette à la hache d'une seule attaque de parade. Alors que le samouraï s'apprêtait à achever le squelette à la hache, Qin les arrêta et annula les 2 invocations.
Il ouvrit ensuite sa fenêtre de statue et remarqua qu'il s'était battu pendant un bon moment. Cependant, le samouraï n'avait consommé que 10 unités de ki, et une très petite quantité de mana avait été utilisée par le squelette à la hache. Il se demanda si c'était parce qu'il avait fusionné son mana avec le ki, mais il y avait un problème. Le mana se régénérait naturellement dans son corps, mais le ki ne le ferait pas. Il devrait absorber l'énergie des morts pour régénérer son ki, ce qui n'était pas efficace. Il conclut qu'il devrait apprendre les arts martiaux. Une idée lumineuse traversa son esprit, laissant paraître un sourire éclatant. Le lendemain matin, Qin demandait à son serviteur où il pouvait apprendre les arts martiaux. En entendant cela, Wang fut choqué et inquiet. L'homme qui avait passé toute sa vie à dormir et à manger voulait maintenant apprendre les arts martiaux. Il demanda à Qin quel type d'arts martiaux il voulait apprendre. Avec une expression sérieuse, Qin demanda s'il existait un art martial capable d'absorber le ki d'un adversaire. En entendant cela, Wang fut terrifié et supplia Qin de baisser la voix. L'art d'absorber le ki d'un adversaire était considéré comme un art martial démoniaque, et si quelqu'un entendait Qin dire qu'il voulait l'apprendre, il pourrait être exécuté. Il lui dit de ne plus jamais en parler. Pendant ce temps, Qin réfléchissait se disant qu'il se fichait de savoir si c'était un art martial démoniaque ou non, il allait l'apprendre quoi qu'il arrive. Il jeta un regard en coin à Wang, montrant sa détermination. Qin bâilla pendant que Wang le sermonnait, puis dit, exaspéré, « Assez de ton sermon. Où puis-je apprendre les arts martiaux? Est-ce que notre manoir a une bibliothèque ?» Wang répondit qu'il y avait bien une bibliothèque, mais avant qu'il ne puisse ajouter autre chose, Qin posa une main sur l'épaule de Wang et l'interrompit. « Alors, qu'attendons-nous » Avec un visage triste, Wang répondit qu'il ne pouvait pas entrer dans la bibliothèque d'arts martiaux car les serviteurs n'y étaient pas autorisés. Pour le réconforter, Qin répondit avec confiance, « Quand je deviendrai le chef du clan, je t'apprendrai tous les types d'arts martiaux. Ne sois pas triste. » Puis, il se mit à avancer, et Wang baissa la tête en signe de gratitude. Mais Qin s'arrêta soudainement, il se tourna vers Wang et lui demanda qui était la personne la plus puissante de l'histoire de son clan. Wang répondit que c'était le fondateur du clan, le seigneur Yulang, qui avait établi le clan il y a 200 ans. Il était l'arrière-arrière-grand-père de Qin. Il avait atteint le rang supérieur du zénith et était surnommé l'armée à lui seul. En entendant cela, Qin quitta la pièce et se mit à marcher, profondément plongé dans ses pensées. Selon ses souvenirs, le système de classement de puissance commençait avec les 3 rangs de D, D étant le plus bas, suivi par les rangs de C, puis le rang B, le zénith, et enfin le rang le plus élevé, transcendant. Le squelette qu'il avait invoqué n'était qu'un de 3e rang, pourtant il était incroyablement fort. Il continua à réfléchir avec une expression inquiète, réalisant qu'il devait découvrir la différence de puissance entre un artiste martial de 3e rang et un artiste martial transcendant. Autour de lui, les gens murmuraient sur son changement de comportement. Les gens remarquaient que Qin ne fréquentait plus les bars ni ne poursuivait les femmes comme il en avait l'habitude. Une autre personne répondit en disant qu'il devrait attendre et observer, car le comportement de quelqu'un ne changerait pas si radicalement du jour au lendemain. Ils étaient sûrs qu'il reviendrait bientôt à ses anciennes habitudes. En entendant les murmures, Qin ne se mit pas en colère. Au lieu de cela, il sourit. Après avoir créé le second réservoir de mana et absorbé le ki, ses sens s'étaient aiguisés à tel point qu'il pouvait entendre clairement leur chuchotement. Il était également heureux que sa réputation soit déjà tellement ternie aux yeux de tout le monde qu'elle ne pouvait pas tomber plus bas, ce qui signifiait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, et personne ne dirait rien. Après un certain temps, il arriva à la bibliothèque, qui était gardée par 3 gardes à l'entrée. En voyant Qin approcher, 2 des gardes se demandèrent pourquoi le débauché Qin se dirigeait vers la bibliothèque. Le garde en chef rit de manière moqueuse et parla, « Qu'est-ce qui t'amène ici, jeune maître ?» Irrité, Qin répondit, « Pourquoi quelqu'un vient à la bibliothèque? Évidemment pas pour danser, n'est-ce pas? Je suis venu lire des livres. » Le garde à la moustache répondit, « Je ne pense pas que le livre que tu cherches soit dans cette bibliothèque. » Qin rétorqua, « Et comment sais-tu quel livre je vais lire ?» Alors, le garde à la moustache suggéra en taquinant, « Tu ne chercherais pas un manga interdit. » Il commença à rire. Alors qu'il riait, il se mit à penser avec excitation que s'il insultait ce porc et parvenait à le faire fuir, Yujin pourrait même le promouvoir ou lui donner des récompenses. En entendant la provocation, Qin poussa un soupir déçu et se tint le front. Il commenta qu'il y avait même dans un autre monde ces petits vers qui interféraient dans sa vie sans connaître leur place. Le garde interloqué lui demanda ce qu'il venait de dire, et Qin s'approcha alors soudainement de ce dernier et lui ordonna de se pousser. Le garde fut confus de voir que Qin, habituellement peu affirmé, se comportait de cette manière. Alors que Qin tentait de passer, le garde à la moustache attrapa son épaule, disant qu'il ne pouvait pas entrer. En réponse, Qin lui lança un regard mortel de côté. Ses yeux commencèrent à briller d'un rouge sanglant alors qu'il fixait le garde. Le garde se mit à transpirer à grosses gouttes, figé sur place. Qin retira sa main de son épaule et entra dans la bibliothèque. Pendant ce temps, les 2 autres gardes demandèrent au garde à la moustache ce qui s'était passé et pourquoi il ne répondait pas. Toujours tremblant, le garde à la moustache ne cessait de demander de l'aide pour le sauver.
Après avoir vu les yeux de Chin, il réalisa que ce n'étaient pas les yeux d'un humain, mais ceux d'un tigre prêt à dévorer sa proie. La peur était si intense qu'il se fit pipi dessus, toujours figé sur place, l'urine coulait lentement sur le sol. Les deux autres gardes ne comprenaient pas ce qui s'était passé, ils attrapèrent le garde à la moustache et commencèrent à le traîner dehors pour l'emmener à la clinique. Un des gardes regarda en arrière vers Chin, réalisant que Chin était bel et bien un descendant direct du clan Baekun. Dans un appartement du clan Baekun, un aîné se trouvait devant un tableau, cependant, ce tableau donnait sur un escalier sombre. L'aîné du clan Baekun descendit dans ce sous-sol caché. À l'intérieur, on voit un corps couvert de bandages, entouré par plusieurs personnes vêtues de rouge qui s'inclinent devant l'aîné. L'un des hommes vêtus en rouge appela l'aîné « chaman », mais ce dernier le réprimanda, exigeant qu'il puisse s'habituer à son nouveau titre. L'aîné révèle que Chin est entré dans la bibliothèque d'arts martiaux aujourd'hui. Le vice-chef lui répond qu'il a sans doute été effrayé par la mort, mais l'aîné semblait préoccupé par les récentes préoccupations du Yujin face à Chin. Cependant, le vice-chef le rassure en disant que même si Chin lisait tous les livres d'arts martiaux de la bibliothèque, il n'en restera pas moins qu'un empoté. C'est précisément la raison pour laquelle ils ont nourri et fait grandir le jeune Yujin, pour les servir dans leur plan. Le vice-chef suggéra qu'il pourrait même être bénéfique que Chin tente d'apprendre les arts rituels, car la moindre erreur pendant l'entraînement pourrait faire refluer son énergie, potentiellement il pourrait y laisser la peau. Il tendit ensuite la main vers le corps momifié, déclarant que leurs préparatifs étaient prêts et que personne ne pourrait sauver Chin. L'ancien leur ordonna alors d'exécuter leur plan ce soir-là, puis quitta la pièce ésotérique avec un sourire satisfait sur le visage. Durant la même nuit, deux nouveaux gardes postés à l'entrée de la bibliothèque étaient en train de discuter. Le garde chauve commente que Chin est resté toute la journée dans la bibliothèque à simplement feuilleter des livres. Il exprime son inquiétude que Chin puisse devenir mentalement instable s'il tente d'apprendre les arts martiaux de manière incorrecte. L'autre garde le rassure, disant que tout irait bien et qu'il devrait simplement laisser Chin à ses occupations. Il ajoute que si Yujin découvrait qu'ils avaient dissimulé la situation de Chin, tous deux pourraient être exécutés. De plus, le garde explique que Chin ne serait de toute façon pas capable d'apprendre les arts martiaux, puisque tous les livres d'arts martiaux appartenant au clan Baekun ont soit été détruits, soit retirés de la bibliothèque. À l'intérieur de la bibliothèque, Chin lisait attentivement un livre. Il entend tout ce que disent les gardes et les qualifie d'idiots dans ses pensées. Contrairement à eux, Chin n'a pas besoin de pratiquer intensément pour apprendre les arts martiaux. Avec l'aide du système, il peut acquérir des connaissances simplement en lisant des livres. Il a scanné tous les livres de la bibliothèque pendant des heures, mais malheureusement, il n'a trouvé aucun livre d'arts martiaux de qualité. Le plus haut grade qu'il a trouvé était un premier grade, ce qui était décevant car de la plus basse qualité. Sans autres options, Chin était sur le point de se contenter d'apprendre à partir d'un livre de niveau inférieur lorsqu'un petit chariot rempli de livres heurta son dos. Il se retourna pour voir une jeune fille mignonne. Elle paniqua en voyant Chin devant elle et commença à s'excuser en larmes. Chin lui demanda d'où venaient les livres dans le chariot qu'elle tirait. Toujours nerveuse, elle répondit qu'ils étaient tous des livres endommagés et qu'il était de son devoir de les jeter au sous-sol et de ne garder que les bons livres dans la bibliothèque. Chin lui demanda de le conduire là où ces livres endommagés étaient stockés, espérant qu'il pourrait y trouver quelque chose d'utile. Malheureusement, même après avoir cherché pendant des heures, il n'a trouvé aucune compétence décente parmi eux. La petite fille tendit ensuite à Chin un autre livre, lui demandant s'il était correct d'apprendre les arts martiaux à partir de ces livres endommagés. Voyant la gentillesse de la fille, Chin la rassura en lui disant que c'était correct et que si elle choisissait un bon livre, il la récompenserait avec quelque chose de bien. À ces mots, elle s'enthousiasma et après un moment, lui apporta un livre fortement endommagé. Il avait l'air si fragile qu'il semblait qu'il se désintégrerait au moindre toucher. Malgré son état, Chin décida de vérifier le livre. À sa grande surprise, le rang de la compétence contenue dans le livre était inconnu. Cela pouvait signifier qu'il s'agissait soit d'une compétence de très haut niveau, soit d'une compétence de si bas niveau que le système était incapable de la classer. Chin tapota la tête de la petite fille et lui assura qu'il lui donnerait une bonne récompense. Il se mit alors à étudier la compétence issue du livre, mais dès qu'il commença, une énergie verte émergea derrière lui et enveloppa tout son corps. Une énergie inconnue commença à pénétrer dans son corps, et Chin, d'abord paniqué, ne parvint pas à l'arrêter. Cependant, il fut rapidement confus lorsqu'il réalisa que cela ne lui causait aucun mal. Soudainement, le système le notifia qu'une source inconnue avait appliqué une malédiction de mort sur lui, et que cette malédiction avait commencé à être absorbée par son corps. Cette révélation le fit immédiatement penser à Yujin, la seule personne qui souhaitait sa mort. Chin se mit à rire aux éclats, déclarant que la situation était une grande chance. Pour une personne ordinaire, cette énergie maudite causerait une mort instantanée, mais pour un nécromancien comme lui, c'était une bénédiction. Sans perdre de temps, Chin commença à absorber l'énergie maudite dans son corps. Après un certain temps, il parvint à former son troisième cercle de mana. En sueur, il annonça qu'il était officiellement devenu un chasseur de rang C. Chin continua d'apprendre la compétence issue du livre. Après avoir enduré une douleur intense pendant plusieurs heures, il la maîtrisa enfin.
À sa grande surprise, il découvrit qu'il s'agissait d'une compétence de niveau transcendant. Grâce à cette compétence, il pouvait désormais cultiver son chi bien plus rapidement que les gens ordinaires. Il atteignit également le niveau 15 grâce à l'énergie maudite, ce qui le ravit lorsqu'il vérifia sa fenêtre de statut. Alors que la lumière du matin filtrait depuis l'extérieur, il réalisa qu'il avait étudié toute la nuit. Soudain, Wang fit irruption dans la pièce et lui dit urgemment qu'il devrait se préparer rapidement car quelqu'un d'important était venu le voir. Qin demanda de qui il s'agissait, et hésitant, Wang révéla que c'était sa fiancée. La scène se déplace alors vers la fiancée de Qin. Alors qu'elle déambulait dans la ville, les habitants se rassemblèrent pour l'apercevoir, commentant sa beauté. Beaucoup étaient d'accord pour dire qu'elle faisait partie des 3 plus belles femmes du royaume. Soudain, un homme dans la foule trébucha et tomba dans la boue, éclaboussant ses vêtements. Elle lui lança un regard meurtrier tandis que son garde musclé se préparait à attaquer le malheureux homme qui implorait sa clémence. Cependant, elle arrêta le garde, et avec un visage bienveillant tendit la main pour aider l'homme à se relever, lui demandant s'il allait bien. Elle lui donna même de l'argent et lui conseilla gentiment de faire attention. Alors qu'elle reprenait sa marche, les habitants se mirent à la louer, remarquant non seulement sa beauté, mais aussi sa gentillesse. Pourtant à l'intérieur, elle ressentait un profond dégoût. Le simple contact de cet homme lui donnait l'impression d'avoir un ver rampant sur sa peau, et elle avait hâte de changer de vêtements dès que possible. Dans la grande salle de réunion, Eugene, son oncle, et le vice-seigneur étaient assis, l'atmosphère lourde de tension. Eugene jeta un coup d'œil à la chaise vide du chef de clan, convaincu que ce poste devrait lui revenir. Il pensait que la position de chef de clan serait bientôt la sienne une fois la nouvelle de la mort de Qin confirmée. Cependant, un obstacle majeur subsistait. Le vice-chef du clan, connu pour sa loyauté inébranlable envers le chef de clan et par extension, envers Qin. Soudain, les portes de la salle s'ouvrirent, laissant entrer Dayon, le deuxième aîné. Il s'excusa pour son retard, expliquant que son fils s'était réveillé tard. Son fils répliqua cependant qu'il était à l'heure et que c'était son père qui avait trop dormi. Irrité, Dayon réprimanda son fils pour ses bavardages et prit place à côté du chef. Le duo commença à discuter, ignorant Eugene qui les regardait avec une irritation croissante. Alors que les autres aînés entraient dans la salle, seule l'absence de Qin fut notée. Après un certain temps d'attente, le premier aîné, l'oncle de Eugene, proposa de commencer la réunion. Le vice-chef, cependant, insista pour attendre Qin. Eugene rétorqua en demandant pourquoi il devrait attendre un perdant bon à rien. Soudain, une voix résonna dans toute la salle. « Qui est le perdant ?» Qin fit une entrée grandiose, provoquant la stupéfaction et la peur chez Eugene et son oncle. Des questions commencèrent à envahir l'esprit de Eugene. Comment Qin pouvait-il encore être en vie? La malédiction avait-elle échoué? Qin, traînant Wang par la main, s'assit nonchalamment à côté du vice-chef. Il fit ensuite un signe à Wang de s'asseoir à côté de Dayon. Ce geste choqua tout le monde, provoquant un mélange de peur et de nervosité chez Wang. Le quatrième aîné, stupéfait, s'écria « Qin est-il devenu fou au point de permettre à un simple serviteur de s'asseoir ici? Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire de notre clan. » Wang, nerveux, suggéra à Qin qu'il devrait partir, mais Qin, arborant une expression sérieuse, se tourna vers le quatrième aîné et lui demanda « Quel est le problème ?» Furieux, le quatrième aîné répondit « Jeune maître, pourquoi diable avez-vous amené ce sale serviteur à notre réunion, et pourquoi lui avez-vous même permis de s'asseoir parmi nous ?» Qin, exhalant une aura puissante, rétorqua d'une voix grave « Ai-je besoin de votre permission pour ce que j'ai le droit de faire ou non ?» Le quatrième aîné recula, stupéfait par l'intensité du regard de Qin. Tout le monde dans la pièce fut également choqué, ce n'était pas le Qin qu'il connaissait. Un silence gênant envahit la salle. Une fois de plus, Qin confronta le quatrième aîné, « Alors, ai-je besoin de votre permission ou non ?» Le quatrième aîné, à la fois effrayé et nerveux, bégaya, « Non, vous n'en avez pas besoin. » Il ne pouvait cacher le tremblement dans sa voix. Pour désamorcer la bombe, Eugene intervint en disant « C'est bon, Qin est encore malade, il a besoin d'avoir un serviteur à proximité. » Le quatrième aîné, toujours nerveux, acquiesça suggérant que le besoin de Qin pour un serviteur était dû à sa mauvaise santé. Au même moment, l'épouse de Qin arriva dans la salle, en compagnie de son garde musclé et d'autres gardes. Elle s'inclina devant le vice-chef, cependant, son geste fut mal reçu. Il était de coutume que les gardes restent à l'extérieur lors des réunions, mais elle les avait amenés à l'intérieur, ce qui suggérait un manque de confiance et potentiellement une intention hostile. Eugene, en la voyant, la complimenta sur sa beauté, ce qui la fit rougir. Le flirt était évident pour tout le monde dans la pièce. Puis avec un sourire narquois, le garde musclé annonça qu'à partir de ce jour, leur clan ne serait plus allié au clan Baekun et qu'il cesserait tout commerce. Cela provoqua un choc dans toute la salle. Furieux, Dayon frappa la table de son poing et demanda comment ils pouvaient rompre leur lien de plus de 10 ans, sans aucun avertissement. Le garde musclé expliqua que leur chef de clan ne souhaitait plus s'associer à un clan de 3e classe dépourvu de chef de clan. Eugene intervint alors, prétendant être en détresse, affirmant que tous leurs problèmes provenaient de l'absence d'un chef de clan, taquinant indirectement Qin en insinuant que c'était sa faute.
Le garde musclé poursuivit en disant qu'une fois qu'ils auraient résolu leur problème de chef de clan, ils pourraient envisager une nouvelle coopération. Le vice-chef se trouvait maintenant dans une situation délicate. L'absence d'un chef de clan avait affaibli leur clan, ils avaient désespérément besoin du soutien du clan de Gum, mais le choix pour le poste de chef de clan se limitait à Eugene, en qui ils n'avaient pas confiance, et Chin qui était considéré comme un bon à rien. La situation était véritablement désespérée. Le garde musclé commença alors à parler des fiançailles entre Chin et leur jeune maîtresse, mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Chin l'interrompit avec un bâillement, annonçant qu'il avait quelque chose à dire à propos des fiançailles. Tous les regards se tournèrent vers lui. Eugene pensa que Chin allait pleurer et supplier pour qu'il ne rompe pas les fiançailles car c'était son premier amour. Chin et Gum se regardèrent, puis avec une attitude désinvolte et un doigt sur son nez, Chin déclara qu'il souhaitait rompre les fiançailles. La salle entière fut choquée et plongée dans le silence. Gum, incapable de contenir sa colère, fulmina face à l'audace de ce perdant qui la rejetait. Quelques minutes plus tôt, dès que Gum était entré dans la salle, une vague de douleur l'avait frappé à la tête, déclenchant des souvenirs de la vie passée de Chin, en particulier de sa première rencontre avec Gum. Lors de leur première rencontre, Gum lui avait fait une proposition avec un visage doux et innocent, et c'était quelques-uns des souvenirs les plus heureux de sa vie. Cependant, les choses avaient changé de manière dramatique après l'annonce de leur fiançailles. L'attitude de Gum à son égard s'était durcie, elle commença à le regarder avec dégoût, le qualifiant de porc répugnant et elle l'avertit même qu'elle ne se serait jamais souciée de lui s'il n'avait pas été le prochain chef de clan. Gum lui avait ordonné de faire comme s'ils ne se connaissaient pas lorsqu'ils étaient seuls ou dans des lieux moins fréquentés, sinon elle lui couperait son petit pépé. Après la mort du chef de clan, Gum avait commencé à voir Eugene et Chin devait les observer en secret tout en pleurant et se masturbant. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Chin eut une vision étrange de Gum, couverte de sang avec ses vêtements déchirés, deux gardes la conduisaient quelque part. Dans sa chambre, plusieurs hommes gisaient à moitié nus, c'était une scène digne de la série de films Scream. Quoi qu'il en soit, Chin supposa que ce n'était pas un souvenir du passé car cela n'était pas encore arrivé, mais plutôt un aperçu de l'avenir. Confus, il se demanda ce qui se passait, décidant qu'il pourrait trouver la réponse s'il continuait à monter de niveau. Pendant ce temps, Chin remarqua un homme mince reflété dans son regard. C'était la raison pour laquelle Chin avait décidé de mettre fin aux fiançailles. De retour au présent, l'ambiance de la pièce était tendue, Gum tremblait de colère mais ne disait rien. Chin, avec un doigt dans l'oreille, regarda Gum et demanda en plaisantant pourquoi elle ne répondait pas. Il la taquina, lui demandant si elle avait encore de l'attachement pour lui. Entendant cela, le garde musclé cria sur Chin exigeant de savoir comment il osait insulter leur jeune dame. De manière inattendue, le deuxième aîné du clan prit la défense de Chin, provoquant une vive dispute. Au milieu du chaos, un Chin perplexe interrogea le deuxième aîné. Il fit remarquer que le clan de Gum était venu ici dans l'intention de rompre leurs fiançailles, et qu'il n'avait fait que le dire en premier. Il ne comprenait donc pas pourquoi son accord causait tant de problèmes. Encore une fois, le garde musclé explosa de colère, insistant sur le fait que ce n'était pas la même chose. Il savait que si la rumeur se répandait que c'était Chin, considéré comme un perdant, qui avait rejeté Gum en premier, le chef de leur clan lui ferait sûrement couper la tête. Le garde musclé, maintenant connu sous le nom d'Ours Noir, devenait de plus en plus en colère. Il commença à émettre une puissante aura, uniquement dirigée vers Chin. Cette énergie intense rendait même la respiration difficile pour Wang. Pourtant, Chin n'était absolument pas perturbé. Confus et frustré, Ours Noir se demandait comment Chin, qu'il considérait comme un perdant, pouvait résister à son aura. Après tout, lui-même était un artiste martial de niveau zénith. Ours Noir intensifia son aura cherchant à submerger Chin, mais de manière inattendue, une aura blanche émergea du vice-chef, annulant celle d'Ours Noir. Il avertit Ours Noir qu'il serait prêt à se battre si c'était une déclaration de guerre. Le vice-chef était désormais entouré d'une intense aura blanche, faisant briller ses yeux. L'Ours Noir, désormais nerveux, réalisa que malgré son âge avancé, le vice-chef restait l'un des 10 meilleurs combattants du royaume. Tentant de désamorcer la situation, l'Ours Noir fit marche arrière sur ses propos. Il prétendit qu'il n'était pas hostile envers tout le clan Baekun, mais qu'il était simplement en colère parce que Chin avait insulté leur jeune maîtresse. Cependant le vice-chef n'était pas convaincu, sachant que les actions de l'Ours Noir avaient été plus qu'un simple accès de colère. Il avait tenté de tuer Chin. Au milieu de tout cela, Eugene proposa une autre approche. Il fit remarquer qu'à cause de son stupide frère aîné, tout le clan Baekun était sur le point de perdre son alliance avec le clan de Gum. S'ils élisaient un nouveau chef de clan, ils pourraient sécuriser l'alliance à nouveau. Il ajouta que puisque Chin avait initié le conflit, il devrait régler le différend avec l'Ours Noir lors d'un duel. Cette suggestion choqua à la fois le vice-chef et le deuxième aîné. Mais pour Eugene, c'était un plan parfait pour se débarrasser de Chin. Dans son esprit, il imagina qu'un accident inattendu pourrait survenir pendant le duel. L'Ours Noir, intrigué par l'idée, trouva que c'était une bonne solution. Mais en entendant cela, Wang s'y opposa bruyamment, car cela n'avait aucun sens. Comment un duel entre un jeune maître qui n'avait même pas appris les arts martiaux et un artiste martial de niveau zénith pouvait-il être juste?
Le vice-chef et le deuxième aîné exprimèrent leur désaccord, critiquant l'ours noir pour avoir accepté de manière éhontée la demande de duel. L'ours noir, avec un sourire narquois, rétorqua en se moquant: « Le futur chef de clan est-il un lâche au point de fuir ses responsabilités ?» Son ton devint sérieux lorsqu'il ajouta qu'il pourrait épargner Chin s'il se mettait à genoux devant la jeune dame maintenant. Vu la pureté de son cœur, elle pourrait même lui pardonner. En entendant cela, Chin se leva de sa chaise sans dire un mot et commença à marcher vers l'ours noir et Gum. Eugene observait joyeusement, s'attendant à voir Chin s'humilier en suppliant devant tout le monde. Wang, le deuxième aîné et le vice-chef tentèrent d'arrêter Chin, mais il ne s'arrêta pas, se rapprochant de l'ours noir et de Gum. Il surprit tout le monde en les dépassant simplement. Son attitude calme laissa tout le monde dans la salle sous le choc. Il continua à marcher, avançant avec confiance vers le stade de combat en plein air. Chin s'étira, affichant une expression d'agacement. « J'en ai marre de tout votre bavardage inutile, » dit-il en leur tournant le dos. Puis il se retourna, et tandis que tout le monde l'observait les visages remplis de confusion, il déclara avec un air sérieux en pointant vers le stade: « Allons nous battre, j'ai hâte de vous botter le derrière. » Peu de temps après, toute la ville se précipita vers le stade, excitée à l'idée d'assister au duel entre Chin et le clan de Gum. Au milieu du chaos, le fils du deuxième aîné argumenta qu'il ne pouvait pas laisser le duel se dérouler, craignant pour la sécurité de Chin. Aucun garde du clan de Gum n'était moins qu'un artiste martial de 3e classe, et il ne pouvait pas risquer que Chin soit gravement blessé. Cependant, le vice-chef n'était pas d'accord. Il soutint que la situation était maintenant publique et qu'ils ne pouvaient pas reculer. S'ils arrêtaient le duel maintenant, la réputation de Chin serait réduite à celle d'un lâche bon à rien. Le deuxième aîné inquiet reconnut que si Chin se désistait maintenant, sa réputation serait ruinée, et la position de chef de clan tomberait inévitablement à Eugene. Pourtant, le vice-chef les rassura en émettant une aura sérieuse. Il affirma avec confiance qu'il ne devait pas s'inquiéter, et que si la situation devenait incontrôlable, il interviendrait pour sauver Chin. Cependant, le concerné de ce tumulte s'étirait et bâillait nonchalamment. Le deuxième aîné désespérait, pensant que le vainqueur était déjà décidé avant même le début du combat. Il s'inquiétait des conséquences, sachant que si Chin perdait sa position de futur chef de clan serait en jeu. Soudain, Chin commença à marcher vers le stade, attirant l'attention de tous ceux qui l'entouraient. L'ours noir l'observait partir, avec un sourire satisfait sur les lèvres. Wang, de son côté, regardait avec une tension croissante marquée sur son visage. La jeune maîtresse, inconsciente de leur réaction, gardait la tête haute, feignant de s'inquiéter devant la foule. Cependant, Chin remarqua son jeu et ne put s'empêcher de commenter: « Tes talents d'actrice sont très impressionnants, tu mériterais un Oscar tellement tu mens », déclara Chin sarcastiquement, ce qui provoqua l'agitation de la foule. L'ours noir aboya à Chin de se taire, mais le vice-chef rappela rapidement à l'ours noir de ne pas utiliser les arts martiaux pendant le duel. L'ours noir rétorqua qu'il n'avait pas besoin qu'on le lui dise. Ceux qui veulent être enseignés par le premier maître, levez la main. Les subordonnés commencèrent à s'exciter comme des puces, pensant à leur futur radieux au sein du clan. L'ours noir choisit alors un de ses subordonnés pour le représenter lors du combat. Ce geste rendit Chin furieux, pointant l'ours noir du doigt avec un regard enflammé. Il déclara: « Je ne veux pas me battre contre ces larbins de bas niveau. Mon adversaire, c'est toi, ours noir. » Cette déclaration laissa tout le monde sous le choc. Bouillant de rage face aux paroles de Chin, l'ours noir rétorqua que Chin devait choisir un adversaire à son niveau. Chin répliqua en insinuant que l'ours noir admettait qu'il n'avait pas l'air si fort. La situation menaçait de dégénérer lorsque l'arbitre finit par lancer le match. Dans sa rage, l'ours noir commanda par télépathie à son subordonné de tuer Chin. Le subordonné se jeta sur Chin, lançant un coup de poing puissant que Chin esquiva facilement, à la grande surprise de tous. Le subordonné enchaîna alors avec une rafale de coups, tous habilement évités par Chin. Frustré, l'ours noir cria à son subordonné d'arrêter de jouer et de se battre sérieusement. Du point de vue du subordonné, il faisait déjà de son mieux. N'ayant plus d'autre choix, il activa ses compétences en arts martiaux et se jeta sur Chin qui était coincé au bord du stade. Il le frappa de toutes ses forces. Les spectateurs étaient furieux et le vice-chef se préparait à intervenir pour sauver Chin. Cependant, quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de Chin, ce fut le subordonné qui se retrouva à crier de douleur. Il tenait sa main, qui s'était fracturée. Eugene se demanda si Chin avait caché une plaque d'acier sous ses vêtements. Tandis que le premier aîné déclarait que Chin n'avait rien fait de tel, il spécula que Chin avait dû apprendre une sorte d'art martial externe. L'ours noir accusa Chin de tricher en utilisant des arts martiaux, mais la foule réfuta rapidement ces allégations, rappelant que c'était le subordonné de l'ours noir qui avait utilisé les arts martiaux en premier. Cela réduisit l'ours noir au silence, tandis que Chin semblait perplexe face à la situation. Il ne savait ce qu'était cet art martial externe. En effet, il avait utilisé sa compétence d'armure d'os pour se protéger, il n'avait pas utilisé d'arts martiaux. L'ours noir s'excusa publiquement et admit sa défaite. Cependant, il déclara bruyamment que le duel n'était pas terminé. Il monta sur la scène, affirmant que c'était Chin qui avait initialement proposé le duel, donc c'était maintenant à son tour de combattre.
En entendant cela, le vice-chef se mit en colère, questionnant les intentions de l'ours noir, mais ce dernier argumenta que la situation avait changé maintenant que Chin avait montré ses compétences en arts martiaux, rendant le duel équitable. Le deuxième aîné et le vice-chef s'opposèrent à la poursuite du duel et exprimèrent leurs objections. Pour détendre l'atmosphère, Chin rassura le vice-chef en lui disant que tout irait bien, et il s'adressa à l'ours noir en le taquinant, l'appelant « Nounours ». Il lui dit qu'il parlait trop et l'encouragea à se dépêcher car il était impatient de lui botter son petit derrière.